Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous qui vous nous avez déjà retrouvés ici. Je suis très heureux d'initier ce premier webinaire d'actualité consacré au droit du numérique. Je suis Brice Matter, je suis fondateur de Nouveaux Médias qui vous propose 7 pages droit du numérique actu, et je suis très heureux de commencer ces webinaires d'actualité avec Maître Olivia Flippo et vous qui nous suivez aujourd'hui. L'ambition de Droit du numérique actu, c'est de proposer un fil de veille spécialisé autour du droit du numérique et des nouvelles technologies, avec évidemment les données personnelles, l'intelligence artificielle, les plateformes et les réseaux sociaux, avec les problèmes de modération, de responsabilité, de concurrence, autour aussi des influenceurs et du web, de la régulation des influenceurs et du web 3.0, avec les NFT, les crypto-monnaies, le métavers, et aussi autour des thématiques de cybersécurité. La liste n'est pas exhaustive. Dans une première phase de développement du compte, des postes factuels ont été proposés, et aujourd'hui, je suis très heureux donc de commencer une seconde phase avec Maître Olivia Flippo aujourd'hui, qui est de vous proposer des événements d'actualité avec l'intervention d'un expert pour évoquer des sujets et échanger avec vous. Mais avant, je vais vous présenter le projet Nouveaux Médias. Nouveaux Médias droit du numérique actualité est une verticale d'un projet plus global qui se prénomme Nouveaux Médias, Nouveau NOUVO. Nouveaux Médias est un ensemble de médias en ligne qui vous propose des fils d'actualité thématiques pour les professionnels, notamment autour du droit, sur les réseaux sociaux, à commencer par le plus professionnel de ces réseaux, LinkedIn. Aujourd'hui, il y a 4 verticales: droit du numérique actualité, propriété intellectuelle actualité, enfin PI Actu, qui propose déjà des webinars. Hier se tenait la 3e édition. Il y a aussi droit social actualité et enfin droit de la famille actualité. Ce webinar fera l'objet d'un replay en podcast et en vidéo. Et pour être notifié des prochains webinars, de recevoir les événements et aussi être notifié de la publication des replays podcasts et vidéos, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter que je poste en commentaire pour pouvoir recevoir toutes ces informations. Alors aujourd'hui, je reçois donc Maître Olivia Flippo qui va se présenter maintenant. Allez-y Olivia, c'est à vous. Merci Brice pour cette invitation. Donc c'est une nouveauté pour moi que de participer à un webinaire. Je suis docteur en droit, avocat en droit du numérique et propriété intellectuelle depuis de nombreuses années maintenant. Je conseille essentiellement des sociétés fournisseurs de solutions logicielles de tout type, beaucoup de types, et aussi des clients utilisateurs de ces solutions. Voilà, et donc je suis amenée à me tenir informée de toutes les nouveautés, tant techniques que légales, jurisprudentielles, comme vous tous sans doute. Et ce n'est pas une mince affaire que de se tenir à jour dans ces disciplines. Voilà. Merci Maître Flippo. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes. On va parler DSA, on va parler ChatGPT, on va parler de RGPD. Alors déjà avec le DSA, on va évoquer la diffamation, le dénigrement et le harcèlement. Ensuite, on va parler de la rédaction des conditions générales conformes au DSA. On va parler aussi de contrefaçon de logiciels à l'ère de ChatGPT. Nous évoquerons ensuite la validité des contrats à l'aune du RGPD. Et enfin, nous évoquerons la problématique de concurrence déloyale avec le RGPD. Alors, pour commencer avec la diffamation, le dénigrement et le harcèlement selon le DSA, est-ce que vous pouvez rappeler, Maître Philippot, en fait, comment aborde ce sujet, comment ce sujet est abordé dans le DSA? Le DSA ne révolutionne pas, en tout cas en ce qui concerne la modération des contenus, ne révolutionne pas ce qui existait auparavant. Le DSA s'intéresse à la modération des contenus
illégaux. Les contenus illégaux sont très nombreux, malheureusement. Il y a parmi les contenus illégaux la diffamation, le dénigrement d'entreprise, le harcèlement, mais également tous les contenus porteurs de violences sexistes, d'atteinte à la dignité des mineurs notamment, d'atteinte aux droits fondamentaux, que peuvent être la liberté d'expression ou encore la dignité dont je viens de parler. Les atteintes aussi aux mineurs, qui sont également très répandus sur les réseaux sociaux. Les atteintes, la prise en compte également d'atteinte à la santé physique ou à la santé mentale des utilisateurs des réseaux sociaux. Une préoccupation assez importante du DSA. Donc le DSA contient des règles obligeant les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, à modérer le contenu qui circule sur les plateformes. Le principe du DSA est identique au principe antérieur, qui est celui d'une responsabilité allégée des plateformes. Les plateformes que l'on appelle aussi les hébergeurs dans la loi, ou les intermédiaires de services, ou les fournisseurs de services intermédiaires, ou fournisseurs de services d'intermédiation. Donc, le principe est celui d'une responsabilité, non pas a priori, mais a posteriori, d'une responsabilité allégée lorsqu'ils ont connaissance de contenus illégaux. Ils n'ont toujours pas d'obligation générale de surveillance de ce qui circule sur leur plateforme ou sur les moteurs de recherche. Donc, on reste sur le même principe que celui de la directive de 2000, directive commerce électronique. Le DSA vient néanmoins s'appuyer sur un certain nombre de techniques dont il a pris conscience, en fait, tout simplement. On est plus mature sur le sujet que dans les années 2000, et notamment l'utilisation des algorithmes dans la modération des contenus. Le principe est donc le même. On exige deux choses des plateformes, de la modération, de la mise en œuvre de modération et de la transparence. Sur la modération, ils doivent, ce sera le slide qui suit, je crois. Juge et enquêteur, c'était le slide suivant. Merci Brice. Sur la modération, ils doivent agir à la fois comme enquêteurs et à la fois comme juges. Ils ont des obligations et ils ont donc des responsabilités et on leur donne les moyens de remplir ces obligations. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour qu'ils aient un rôle d'enquêteur. On est d'accord pour qu'ils mettent en place un certain nombre de techniques pour détecter les contenus illégaux qui circulent sur leur plateforme. Et sur la base de leur détection, ils vont être en mesure de prendre un certain nombre de décisions. C'est là qu'ils interviennent en qualité de juge. Ces décisions sont des décisions de maintenir ou de retirer les contenus illégaux. Donc, ils vont d'eux-mêmes détecter des contenus illégaux et les retirer. C'est ce que font les algorithmes à grande échelle, avec réexamen humain ou pas. Vous avez certainement tous déjà vu des documentaires sur ces salariés modérateurs qui passent leur journée à regarder des contenus et à décider si oui ou non ils sont légaux ou pas. Ce n'est pas un métier facile, je pense. Donc, ils vont retirer d'eux-mêmes les contenus. Ils vont les retirer lorsqu'on va leur signaler un contenu. Ils ont d'ailleurs l'obligation de retirer promptement un contenu qui leur aura été signalé comme illégal. Et ils vont également devoir répondre aux injonctions des autorités administratives et légales de chaque État membre. Voilà. Donc, il y a différents types de signalements.
finalement des utilisateurs et évidemment les injonctions des autorités administratives. Pour retirer, lorsque cela n'émane pas d'une autorité administrative, ils vont devoir se faire juge de la proportionnalité entre les différents intérêts, ceux des utilisateurs et ceux des personnes demandant le retrait, ceux des fournisseurs de contenu, ceux qui demandent le retrait des contenus. Donc, ils vont devoir se faire juge de différents principes, la liberté d'expression d'un côté, la dignité humaine de l'autre, la protection des droits d'auteur d'un côté, des exceptions aux droits d'auteur de l'autre côté, voilà. Mais ce n'est pas du tout un rôle facile, puisque c'est un rôle qui est normalement confié au juge. C'est loin d'être un rôle facile. Donc, on les encourage à traquer les contenus illégaux. C'est ce qu'on appelle la clause de bon samaritain. Mais néanmoins, le principe demeure celui d'une responsabilité allégée et a posteriori. Voilà pour l'obligation de modération. Merci. Ensuite, en matière de transparence, est-ce que vous pouvez revenir sur l'obligation de remise de rapport annuel? Et j'en profite aussi pour dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, on essaiera d'y répondre au moment de la thématique, évidemment, et aussi à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Maître Flippo, concernant cette obligation de remise de rapport annuel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, avant de vous parler de cette obligation de remise de rapport annuel, je voudrais parler de la notion de transparence. Lorsque les plateformes vont prendre des décisions, ces décisions vont être publiées. Pourquoi j'ai décidé de retirer? Pourquoi j'ai décidé de maintenir? Donc, ces prises de décision doivent être objectives, proportionnées et transparentes. C'est-à-dire qu'elles sont motivées, juridiquement motivées et rendues publiques. Et en amont, elles vont devoir adopter des règles de modération qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les conditions générales qu'on va voir dans un deuxième point. Ces conditions générales sur la modération des contenus doivent être établies et portées à la connaissance des utilisateurs. Elles doivent ensuite publier un rapport annuel. Ce rapport annuel consiste à informer la Commission européenne, enfin les Européens en général, de cette activité de modération. C'est-à-dire, elles doivent dire le nombre d'injonctions qu'elles ont reçues, identifier les États membres dont émanaient ces injonctions, le type de contenu illicite qui leur a été signalé, décrire la nature et le fonctionnement des outils automatiques, donc des outils de modération qu'elles ont utilisés, le nombre de mesures de modération qu'elles ont prises à leur initiative et la nature des violations que ces mesures venaient sanctionner, légales, contractuelles, etc. En fait, on demande aux plateformes qui sont à l'origine ou qui engendrent un risque systémique au regard des principes légaux et fondamentaux des États européens, on leur demande de participer à l'analyse de ce risque et de fournir les éléments permettant de lutter contre ce risque. On leur demande d'être partie prenante finalement à deux niveaux. Donc, ils fournissent un service et ils doivent en être responsables. C'est l'idée du DSA. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que nous, les Français, on a déjà une obligation de transparence. Le DSA rentrera en vigueur pour la majorité de ces dispositions que le 17 février 2024. Mais en France, on a déjà depuis août 2021 imposé aux plateformes une obligation de transparence en matière de lutte contre la haine en ligne. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
et un observatoire de la haine en ligne est en train d'être mis en place au sein de l'ARCOM. Et toutes ces prises de conscience et ces institutions sont issues de la loi Avia de 2020, du nom de la députée Laetitia Avia. Et donc, c'est cette loi qui a influencé largement la rédaction du DSA. Et la rédaction du DSA est en train d'influencer aujourd'hui la rédaction de la loi américaine. Donc, on observe toujours les Européens sur ces thématiques-là, parce qu'en matière de réglementation, on est rarement en retard. Voilà. Merci. Alors, ensuite, est-ce qu'on pourrait revenir sur les distinctions entre les petites et les grandes plateformes, en fait, qui ont différentes applications? Elle va jouer notamment pour le rapport annuel dont j'ai parlé, là, le rapport annuel sur les contenus, sur la modération. Cette obligation de rapport annuel ne s'impose qu'aux grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. Donc, ça ne s'applique pas à ce qu'on appelle les petites plateformes. Il y a plusieurs critères pour les petites plateformes. Évidemment, il faut avoir moins de 45 millions d'utilisateurs par mois. Il faut avoir moins de 50 salariés, je crois, un chiffre d'affaires inférieur à je ne sais plus quel montant. Enfin bref, ce sont des critères objectifs, en fait. Cette obligation de publier un rapport annuel sur les contenus ne s'impose qu'aux grandes plateformes pour le moment. D'accord, merci. Alors, est-ce que déjà à ce stade, il y a des questions? On va encore rester un petit peu sur le DSA, mais si vous avez des questions sur ce qui vient d'être évoqué, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Alors, donc, on va rester dans le DSA, mais là, on va revenir un petit peu avant ce qui a été dit. On va revenir aux conditions générales. Alors, première question, Maître Philippot, est-ce que vous pouvez revenir sur les personnes concernées par de nouvelles obligations, et notamment, on parle de services intermédiaires, est-ce que vous pouvez revenir dessus? Donc, les services intermédiaires sont les services d'intermédiation, les plateformes, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi les hébergeurs. La notion d'hébergeur, ça couvre deux choses. Ce sont les hébergeurs au sens classique, OVH, Amazon, Azure, pour ne citer que les principaux. Et ça couvre aussi toutes les plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, ça couvre toutes les plateformes. Fournissent un moyen, qui fournissent aux utilisateurs un moyen de communiquer. Voilà, ce sont eux les services. Sur le fond, quelles sont les nouvelles obligations de contenu de Digital Services Act par rapport aux conditions générales? Alors, sur le fond, le DSA impose aux plateformes d'informer les utilisateurs sur leurs règles de modération. Quelles sont les règles de modération? Quelles sont les procédures mises en place? Quels sont les éventuels algorithmes utilisés? Si possible, comment ces algorithmes fonctionnent? En fait, on veut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir prendre des décisions plus efficacement. La manière dont les décisions sont prises sur la base de ces algorithmes. Est-ce qu'il y a un réexamen humain ou pas? Comment sont traitées les réclamations en interne? Est-ce qu'il y a des mécanismes de recours? Quels sont ces mécanismes de recours? Et est-ce qu'il y a des mécanismes de réparation au bénéfice des utilisateurs en cas d'atteinte, en cas de refus de retirer ou en cas de retrait? Toujours avec cet esprit de balance entre différents intérêts. Hein, voilà, puisqu'ils se font juges, ils se font intermédiaires entre des intérêts divergents. Voilà pour le fond. Donc, comment fonctionne la modération sur les réseaux sociaux? La façon dont cela fonctionne doit être portée à la connaissance des utilisateurs.
Merci. Alors, concernant la forme, quelles sont les nouvelles obligations prévues par l'ESA? Alors, sur la forme, déjà, les conditions générales doivent être fournies dans toutes les langues officielles européennes. Donc, autant, enfin voilà, il faut fournir des conditions générales dans chaque langue. Ces conditions générales dans chaque langue doivent être intelligibles, non ambiguës, aisément abordables, claires, simples. Ça paraît évident de dire ça, mais il défie quiconque d'aller lire les conditions générales des plateformes et d'y comprendre quelque chose. Même pour des juristes, ce n'est pas toujours simple. Puisque les concepts parfois qui sont utilisés ne sont pas ceux de nos droits locaux, du droit européen. Il y a une clarté renforcée lorsque les plateformes s'adressent essentiellement à des mineurs. Par exemple, Instagram ou TikTok doivent utiliser un langage compréhensible par les mineurs. Il va y avoir un gros travail de rédaction, de simplification. Il faut également sur la forme que les plateformes notifient de chaque modification apportée aux conditions générales. Informe les utilisateurs lorsqu'il y a des modifications des conditions générales. Et on retrouve toujours sur la forme cette obligation de transparence avec ce rapport annuel sur l'efficience du système de modération. Merci. Voilà. Oui, on demande aussi aux plateformes d'avoir un résumé de leurs conditions générales, un résumé des grandes lignes des conditions générales. Tout le monde n'aura pas le courage, surtout pas les mineurs, d'aller lire des pages et des pages de conditions générales. Quand on a un problème, en général, on va les lire. Tout à fait. Merci, maître Philippot. Alors, ici, alors je ne vois pas passer de questions. Donc s'il n'y a pas de questions, maintenant, on avance et on traitera des questions qui porteraient sur ces sujets, en fin de webinaire. Alors maintenant, nous allons, changer de sujet et nous allons parler, de ChatGPT. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment. C'est un sujet d'actualité, avec toutes les questions qui se posent, notamment en matière de propriété intellectuelle et de contrefaçon. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder sous l'angle de la contrefaçon de logiciels. Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la question de la contrefaçon de logiciels des œuvres, portant sur des œuvres préexistantes? Est-ce que vous pourriez un peu rappeler le problème qui se pose ici? Déjà, je voudrais juste apporter une petite précision sur le titre contrefaçon de logiciels à l'ère de ChatGPT. Il ne peut pas y avoir de contrefaçon de logiciels à proprement parler de la part de ChatGPT, puisque c'est une IA de langage qui ne génère que du texte, pas du code. ChatGPT en tant que tel ne peut pas être je vais dire complice, puisque toute la question est là, complice de contrefaçon en matière de logiciel. Et en revanche, à l'ère de l'IA, des questions se posent sur la responsabilité des créateurs d'IA et sur la responsabilité des utilisateurs d'IA. Pour pouvoir générer du contenu, le problème, c'est que l'IA peut générer du contenu qui porte atteinte à des droits antérieurs, à des droits de propriété intellectuelle préexistants. Un texte produit par l'IA peut s'inspirer de textes préexistants. Une chanson produite par l'IA peut être inspirée par une autre forme d'expression artistique, par un poème, par exemple, par un texte littéraire. Et pour produire un texte, pour produire une œuvre, l'intelligence artificielle, pour dire une réponse, l'intelligence artificielle a été nourrie
par des œuvres préexistantes. Donc, il y a deux moments où l'intelligence artificielle pourrait frôler la contrefaçon. Voilà. On passe au slide suivant. C'est au moment dans sa phase d'apprentissage, d'abord, et ensuite dans sa phase d'utilisation. Dans sa phase d'apprentissage, on appelle aussi phase d'entraînement, je me demande si ce n'est pas le slide d'après d'ailleurs, dans sa phase d'apprentissage, Vous pouvez juste rappeler juste les oui, succinctement et après on voilà. passera plus de temps sur chaque phase. Dans la phase d'apprentissage ou d'entraînement de l'IA, les créateurs de l'IA ont constitué des bases de données réunissant un grand nombre d'informations préexistantes. Dans ces informations préexistantes, il y a évidemment des œuvres protégées par de la propriété intellectuelle. Des textes, des codes sources, des images, du son, des œuvres d'art, voilà, tout un tas d'œuvres préexistantes. Donc, dans ce cadre-là, la contrefaçon consisterait à reproduire ces œuvres préexistantes en vue de créer ces bases de données d'apprentissage de l'IA. Et ensuite, se pose la question des réponses aux requêtes des utilisateurs par l'IA. Et là, l'IA pourrait générer des contenus contrefaisant par imitation, par similarité, des informations préexistantes sur la base desquelles il va répondre aux requêtes des utilisateurs. Merci. Alors, donc là, si on se focalise un peu sur la phase d'apprentissage, alors quelle est la responsabilité, alors non pas de l'IA, parce que finalement, elle n'est pas responsable, mais de l'éditeur de l'IA, d'une IA génératrice de code. Et là, on va évoquer l'affaire GitHub Copilot. Oui, oui. Oui, alors voilà. En fait, l'IA, il faut raisonner un peu comme on a raisonné, enfin, il y a des particularités évidemment, mais avec une voiture. La voiture n'est pas responsable en tant que telle d'un accident. C'est soit l'utilisateur, le conducteur, soit le fabricant qui est responsable. C'est à peu près la même chose en matière d'IA. En phase de... Enfin, voilà. Donc, la responsabilité de l'éditeur de l'IA, ce serait la responsabilité du fabricant de la voiture. Donc, dans ce cadre-là, je l'ai déjà dit, mais le risque, c'est au moment de la constitution de la base de données d'apprentissage. Les créateurs constituent des bases de données d'apprentissage et pour ça, ils vont aller chercher plein d'informations partout protégées. Aux États-Unis, il y a une class action d'artistes contre des IA de création artistique. Stability AI, Midjourney et DeviantArt. Et ces artistes ne sont pas d'accord pour la reproduction non autorisée de leurs œuvres dans le cadre de la base de données d'apprentissage. En Europe et en France, comment pourrait-on considérer ce problème? Il y a depuis 2019 une directive 2019-790 sur les droits d'auteur et droits voisins qui contient une exception aux droits d'auteur en matière de data mining. Une exception aux droits d'auteur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des auteurs pour procéder à un certain nombre d'actions. Le data mining en fait partie. Est-ce que la constitution de la base de données d'IA et du data mining a tendance à penser que oui. Il n'y a pas de jurisprudence encore sur la question. Cette directive européenne a été transposée en droit français dans le Code de la propriété intellectuelle. C'est l'article L122-5-3. Cette exception n'est valable qu'à condition que l'éditeur de l'IA ait laissé la possibilité aux auteurs
de se réserver l'utilisation de leurs œuvres. C'est-à-dire de dire que leurs œuvres ne peuvent pas, opt-out, ne peut pas être répertoriées dans la base de données d'apprentissage de l'IA. Donc, cette exception ne joue qu'à condition que l'opt-out soit effectif. Et pour le moment, comme les créateurs d'IA ne sont pas véritablement transparents sur le fonctionnement des IA, on ne sait pas si cet opt-out est efficient ou pas. La règle, c'est bien, mais on ne sait pas trop comment elle est mise en œuvre pour le moment. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a pris position sur cette question, a considéré que pour le moment, il n'était pas nécessaire d'intervenir au niveau légal, que l'arsenal légal était suffisant. Mais néanmoins, puisqu'il y avait cette exception et qu'il y avait cette possibilité d'opt-out offert aux artistes et auteurs, à condition évidemment que ce soit efficient. Et justement, il a précisé qu'on allait vraiment être assez vigilant à la mise en œuvre de cet opt-out. Est-ce que c'est suffisant justement pour protéger l'équilibre des droits? En matière de logiciels, donc c'est l'affaire Copilot, c'est une affaire américaine pour le moment. Alors là, on est sur de la contrefaçon de logiciels, et plus particulièrement de logiciels sous licence libre. Et c'est la Free Software Foundation, FSF, qui s'est émue de l'utilisation que Copilot, Copilot faisait de toute la base de données GitHub, auquel contribuent un certain nombre de personnes en fournissant du code ouvert. La Fédération Free Software Fondation, aimerait comprendre exactement comment ça fonctionne et comment ça se passe. Donc, il a demandé qu'un certain nombre de livres blancs soient établis sur cette thématique. Et en même temps, il y a un codeur et avocat américain qui est en train de faire une pétition pour essayer d'entamer, là aussi, une class action contre GitHub Copilot, estimant que ce n'est pas dans l'esprit de GitHub utiliser du code sous licence libre pour créer du code qui ne sera sans doute pas sous licence libre, ce n'est pas du tout son esprit. Et donc, voilà, il y a une action intentée au niveau américain sur cette base-là. Pour l'instant, rien en France. Merci. Alors, concernant maintenant la phase d'utilisation, quelle est la responsabilité de l'utilisateur d'une œuvre générée par une IA? Alors, je suppose qu'on a tous essayé d'aller interroger ChatGPT, donc on pose des questions et on a des réponses. C'est pareil avec d'autres IA pour créer de la musique, de l'image, par exemple. Donc, on fait une requête, on a une réponse, et cette réponse peut éventuellement constituer de la contrefaçon d'œuvres préexistantes. Toutefois, cette réponse n'est accessible qu'à un utilisateur. Et dans ce cadre-là, on peut considérer, puisqu'il n'y a pas de mise à disposition publique, mais seulement réponse à un utilisateur, que la contrefaçon est particulièrement limitée, que l'action de contrefaçon est particulièrement limitée, en tout cas contre le créateur de l'IA. Mais en revanche, si l'utilisateur, lui, diffuse la réponse ou la création issue de l'intelligence artificielle et que cette diffusion au public, si c'est une œuvre contrefaisante, là va malheureusement engager la responsabilité de l'utilisateur. Peut engager en tout cas la responsabilité de l'utilisateur. Donc là, il y a un risque de façon. Et il y a également un risque pour l'utilisateur de violation
des conditions générales de l'intelligence artificielle. Les conditions générales de l'intelligence artificielle interdisent aux utilisateurs de faire des usages illicites des contenus générés par l'IA. Et là, il y aurait un usage dans la diffusion publique de la réponse. Et ce qu'il faut voir aussi par rapport à la responsabilité, là, cette fois-ci, du créateur, c'est que le fait de fournir un outil qui peut occasionnellement, on va dire, créer de la contrefaçon n'est pas réprimé du moment que l'outil n'est pas manifestement destiné à l'usage illicite. Il faudrait que l'outil soit véritablement destiné à un usage illicite pour que la responsabilité du créateur de l'IA soit engagée. Ce n'est pas le cas de la plupart des créateurs d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. Bon, j'espère que j'ai quand même été claire, parce que j'ai mélangé au niveau, en tout cas, de l'utilisation de ChatGPT, enfin, de l'IA en général, j'ai mélangé la responsabilité des utilisateurs et ceux des créateurs, mais à ce niveau-là, il y a possiblement réflexion sur les deux responsabilités. Alors, j'ai une question. Est-ce que le respect strict du droit d'auteur ne porterait pas à une atteinte trop forte à la viabilité économique des éditeurs d'IA? Ce n'est pas vraiment juridique, mais c'est intéressant. De la politique de l'économie. Est-ce que c'est possible de faire ce type d'IA en respectant strictement le droit de la propriété intellectuelle? Alors, en ce qui concerne la phase d'apprentissage, il y a une exception en droit européen qui permet l'utilisation d'œuvres préexistantes, même protégées. C'est l'exception dont je viens de parler, avec quand même l'obligation de laisser l'opportunité aux créateurs de se réserver l'usage de leur œuvre et de ne pas autoriser l'usage dans le cadre de telle ou telle base de données d'apprentissage. Ça, c'est avoir un point. Mais le risque, il est plutôt au niveau de l'utilisation. Mais au niveau de l'utilisation, le risque, il est encouru par l'utilisateur. Il n'est pas encouru par le créateur de l'IA. Donc, au niveau économique, je ne pense pas que ça représente un frein. Je ne pense pas que ça représente un frein. Ok, merci Maître Flippo. Maintenant, nous allons aborder le sujet du RGPD et de la validité des contrats. On va évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 12 janvier 2023 qui a fait beaucoup d'effets, qui a été commenté. Est-ce que vous pouvez, Maître Flippo, rappeler un petit peu les faits concernant cet arrêt? Oui. Alors, le RGPD, règlement général sur la protection des données, tout le monde en a entendu parler. Là encore, la voix française est pas mal appréciée de RGPD, je veux dire. Il y a deux grandes tendances qui se dessinent en ce moment, qui ont un impact sur les contrats. Le RGPD, la validité des contrats, la nullité des contrats, et le RGPD et la concurrence déloyale. Dans cette affaire, il y avait un client avait commandé à un prestataire un site internet, sa création et sa maintenance, son hébergement et sa maintenance. Le prestataire avait créé un site internet, avait installé des cookies, mais à l'insu de son client, c'est-à-dire on n'avait pas informé son client, et évidemment à l'insu des internautes, puisque le client ne pouvait lui-même pas informer les internautes. Ça, c'est le problème de départ. Le contrat commence à être exécuté, le client veut résilier le contrat, le prestataire refuse la résiliation et demande le paiement des différentes mensualités, le client arrête de payer les mensualités et le prestataire poursuit en paiement son client mauvais payeur. Et
les premiers juges vont condamner le client à payer les mensualités. En appel, le client va opportunément invoquer le RGPD en disant qu'il y a erreur sur les qualités substantielles, sur les qualités essentielles du site Internet, qui n'est pas conforme au RGPD, et que dès lors, cette erreur sur les qualités essentielles du site Internet légitime la nullité du contrat et de fait, le fait qu'il ne paye plus les mensualités. Et la Cour d'appel de Grenoble va reconnaître l'erreur sur les qualités essentielles du site et va demander donc au prestataire de rembourser l'intégralité du contrat, puisque la sanction de la nullité, c'est de revenir à l'état antérieur, remboursement du contrat au client. Donc, on voit que un manquement au RGPD peut avoir des conséquences importantes pour les prestataires informatiques. Merci. Alors, quelle analyse faites-vous de cet arrêt? Alors, est-ce qu'il y avait des antécédents en matière de validité des contrats? Avant le RGPD, donc l'empire de la loi informatique et liberté, la loi 78, il fallait déclarer les fichiers auprès de la CNIL, les fichiers de traitement de données à caractère personnel devaient être déclarés auprès de la CNIL. Et là, dans le cadre session, et là, il y avait une affaire où une société avait cédé un fichier non déclaré à la CNIL à un client. Et le client a obtenu la nullité de l'acte de cession puisque son objet était illicite, puisqu'il n'avait pas été déclaré auprès de la CNIL. Donc, il y avait déjà eu la reconnaissance de la nullité d'un contrat ne respectant pas la loi informatique et liberté. Et en Italie, au niveau européen, donc en Italie, la CNIL italienne a prononcé une sanction de 1,4 million, donc neutre, contre une société qui avait acquis une base de données clients et qui n'avait pas informé les clients qu'il allait utiliser la base de données à son profit. Il aurait dû informer les différentes personnes concernées, les différents clients, de cette utilisation projetée. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors qu'il y a encore un tout petit peu de temps, mais en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur cet arrêt et sur le RGPD en matière de validité des contrats. On va rester dans le RGPD, mais cette fois-ci, on va évoquer la concurrence déloyale. Alors, Maître Philippot, est-ce que vous pouvez évoquer la tendance qui se dessine en matière de concurrence déloyale à l'aune du RGPD? On a deux affaires assez récentes du tribunal judiciaire de Paris, d'abord, le 15 avril 2022, il y a un an à peu près, où le juge a considéré qu'un manquement aux exigences imposées par le règlement européen pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. Et en l'occurrence, là, un concurrent avait agi en concurrence déloyale sur différents fondements, pas uniquement celui-là, parce que son concurrent n'informait pas les utilisateurs, ses clients, des différentes règles en matière de protection des données, les différentes règles appliquées au sein de son entreprise en matière de protection des données. Il y avait un minuscule petit paragraphe dans les mentions légales du site, ce qui n'est pas du tout suffisant. C'est déjà bien d'avoir des mentions légales, parce que c'est loin d'être le cas de tout le site. Et ensuite, il y avait un lien vers une politique de confidentialité et de protection des données, mais quand on cliquait sur le lien, c'était une erreur. Il n'y avait rien. Donc, le concurrent a considéré que le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD, quelque part, lui fournissait un avantage concurrentiel indu et que du coup, il devait être
Il devait être sanctionné pour ça et le juge a suivi et a sanctionné la société qui ne respectait pas le RGPD. Un peu plus tard, en 2022, le 9 novembre, c'est la Cour d'appel de Paris qui a reconnu également qu'il y avait concurrence déloyale dans le fait de ne pas respecter le RGPD. Et cette fois-ci, le concurrent s'était fondé sur une condamnation administrative, sur une amende de 500 000 € qui avait été infligée à son concurrent, qui avait notamment, et pas que ça dans cette affaire-là encore, mais qui avait notamment envoyé des courriers de prospection, des emails de prospection, sans le consentement des personnes concernées. Là, en contravention non seulement du RGPD, mais du Code des postes et télécommunications, communication électronique. Et donc, la Cour d'appel a considéré que c'était un avantage concurrentiel, indu aussi, qui devait être condamné sur ce fondement-là notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque temps auparavant, en 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait refusé de condamner une entreprise pour concurrence déloyale, estimant que le RGPD était là pour protéger des intérêts particuliers de personnes physiques et non pas les intérêts commerciaux de sociétés. Et on voit que la tendance a changé et aujourd'hui, les tribunaux, les cours d'appel reconnaissent la concurrence déloyale. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, puisqu'en mars 2021, la Cour de cassation avait estimé, là je vais lire, que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. C'est conforme à cette jurisprudence de 2021, qui était là aussi la confirmation d'une jurisprudence antérieure du 12 février 2020, qui estimait que en ne respectant pas une réglementation, la société s'était épargnée une dépense qui induit nécessairement un avantage concurrentiel. Voilà. Merci. Alors justement, c'est sur notamment cette inversion de la notion du caractère déloyal qui est vraiment intéressant ici. Est-ce que vous pouvez terminer par revenir un peu sur ces points d'analyse de cette tendance? Oui, alors, c'est intéressant de voir qu'au départ, ce qui était présenté comme un avantage concurrentiel, c'était le fait d'être en conformité avec le RGPD. Mettez-vous en conformité avec le RGPD, vous aurez un avantage, le plus vite possible, vous aurez un avantage sur vos concurrents. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme un avantage concurrentiel par les tribunaux, c'est le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD. C'est amusant, en fait, de constater ça. Donc, ça, c'est voilà, petite remarque. En tout cas, on voit à travers ces différentes jurisprudences, aussi bien sur la validité du contrat que sur la concurrence déloyale, qu'il y a vraiment un intérêt financier, on va dire, à se mettre en conformité avec le RGPD, qu'une entreprise non conforme s'expose à un risque de nullité du contrat ou de concurrence déloyale d'un concurrent, que les condamnations ou le manque à gagner auquel il s'expose serait mieux utilisé dans une mise en conformité, serait mieux utilisé en se mettant en conformité, que la mise en conformité est moins lourde financièrement que la condamnation pour nullité du contrat ou pour concurrence déloyale. Voilà, et que quelque part, les concurrents qui obtiennent des dommages et intérêts sont remboursés de leur mise en conformité. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Voilà ce qu'on peut retenir de ces jurisprudences qui incitent vraiment à se mettre en conformité, en tout cas à s'atteler à cette question. Voilà.
Merci, merci, Maître Flippo. Donc, on va passer directement à la fin. Merci beaucoup, Maître Olivier Flippo, Merci à vous, pour merci cet à tous et échange. toutes. On peut vous retrouver naturellement sur LinkedIn. Il y a aussi votre email. Vous avez aussi un site web que je vais poster en commentaire. Hop, vous pouvez découvrir Maître Flippo sur son site web. Voilà. On peut vous joindre par email aussi également. Alors moi, je vous salue aussi en tant que nouveau média et droit du numérique actualité. Vous pouvez retrouver cette session, cette édition en replay podcast et vidéo prochainement. On va préparer tout ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour pouvoir être notifié de la publication de ces webinaires et recevoir aussi les dernières actualités. Je vous reposte également le lien en commentaire pour vous inscrire. Vous pouvez aussi évidemment retrouver sur LinkedIn Numactu et Nouveaux Médias, NOUVO. Vous pouvez aussi vous envoyer un email si vous avez des choses à partager à brice@nouveau.media, nouvo.media. Je vous donne rendez-vous le jeudi 25 mai pour la deuxième édition et l'événement sera communiqué très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier Flippo. Merci à vous qui nous avez suivis pendant presque cette heure. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine édition des webinaires d'actualité bimensuels de droit numérique actualité. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir.